Alors, bienvenue, est-ce que vous nous entendez correctement? On va utiliser le chat, hein, on ne peut pas... voilà, ok, merci. Très bien, vous avez un chat en bas à droite pour pouvoir poser vos questions. Donc, vous nous entendez, hein? C'est ça. Très bien. Bon, on vous dit bonjour. Robert Weiss, comme pour l'Institut, je vous salue, je vous dis bonjour. Dominique Hernandez, Centrale Méditerranée. Bonjour à tous. Directeur adjoint de Centrale Méditerranée. Bonjour à tous. Philippe Bourgeois, cabinet Olsen. Bon, si vous voulez, on commence le webinaire, parce que le webinaire va être très rapide. Et on voudrait vous dire le maximum de choses pour vous informer le mieux possible. Si on rentre dans le contenu déjà, disons que le plus grand défi des directions d'entreprise aujourd'hui est de pouvoir rester compétitifs, c'est-à-dire de bien gérer leurs organisations pour être profitables, dans un contexte de turbulence et de perturbations constantes. Et en fait, il est très difficile de suivre le rythme du changement ou des changements. Et encore moins, il est encore moins facile de l'anticiper et de le devancer. Donc, il est nécessaire de mettre en place des méthodes agiles pour gérer le changement, pour mener le changement, pour le réussir, non seulement au niveau organisationnel, pour conduire ce changement, mais aussi au niveau humain, afin que les salariés puissent s'adapter et participer à ce changement. C'est à partir de ces idées directives que nous avons, au sein du consortium, décidé de concevoir un programme de conduite et de réussite du changement. Alors, ce partenariat au sein du consortium entre deux grandes écoles publiques, l'une de management, l'IAE d'Aix-en-Provence, l'autre d'ingénierie, l'école centrale Méditerranée, en fait, est inhabituel. Mais pour nous, en fait, on se connaît bien les uns les autres. Et on partage, en dehors d'une passion pour l'enseignement, qui est commune aux quatre institutions, on partage aussi une orientation commune vers la recherche. Alors, c'est normal pour les universitaires, hein, qui font 50% de leur travail, c'est pour faire de la recherche. Mais c'est vrai comme pour faire l'Institut, comme pour Olsen. Nous concevons nos propres outils. Et depuis un certain nombre d'années, en dehors des recherches que nous avons faites précédemment, nous menons des projets de coopération en recherche et développement au sein du consortium, entre les différentes institutions du consortium. Alors peut-être que Dominique, tu vas dire un peu plus de choses sur les institutions elles-mêmes. Oui, donc je vais vous présenter rapidement les institutions qui composent ce consortium. On va commencer par l'IAE d'Aix. Donc l'IAE d'Aix, c'est la Business School d'Aix-Marseille Université. Donc c'est le premier IAE créé en France historiquement. Et il se positionne aujourd'hui entre les écoles privées et les écoles publiques. Donc il fait de la formation experte dans les grands domaines du management et est très ouvert à l'international. Et d'un point de vue plus intérieur, donc il allie la dynamique et la flexibilité des écoles et le lien aux entreprises pour le coup. Et il déploie surtout des valeurs de service public, d'exigence en matière de recherche et de pédagogie, ce sur quoi nous nous retrouvons tous dans ce consortium. Donc, je ne répéterai pas pour les autres institutions. Centrale Méditerranée, donc c'est la dernière née des écoles centrales sur le territoire français. Donc, nous faisons partie donc, du groupe des écoles centrales. C'est un établissement qui forme de Bac plus 3 à Bac plus 8 des cadres de haut niveau scientifique. Cadres de haut niveau scientifique avec la marque centrale. Je dis, dans la philosophie centrale sont également des managers, donc des cadres scientifiques en capacité de manager et de porter des grands projets à l'international. Nous opérons également de la recherche dans différents domaines des sciences pour l'ingénieur.
Comprofile Institute, donc c'est un centre de recherche et de formation dans les développements de l'intelligence émotionnelle et du leadership, donc développé, créé par Robert Weiss, qui est professeur à l'IAE et qui est le créateur du modèle Comprofile, donc un modèle qui a une assise recherche. Et il intervient aujourd'hui dans les formations en tant que consultant sur des missions dans les grands groupes, dans l'accompagnement au changement, dans tous les métiers de l'accompagnement au changement. Et enfin, le cabinet Olsen, qui est un spécialiste de la conduite du changement également et au sein des organisations. Et sa particularité est d'aborder alors par la notion de ce qu'on appelle le flow, qui amène en gros tous les collaborateurs de l'entreprise à prendre conscience de leurs capacités pour gérer le développement personnel. Ce consortium, je dirais qu'il a quand même un élément commun, donc c'est une assise scientifique et méthodologique, ce à quoi nous, en tant qu'institution, alors je vais mettre l'IAE, institution publique, sommes extrêmement attachés. Notre base, notre cœur vraiment est la qualité de ce que nous proposons en termes de formation sur nos programmes phares d'ingénieurs ou de managers à l'IAE. S'appuie forcément sur de la recherche, sur la qualité de la recherche. Et pour le coup, nous avons retrouvé cette chose-là, ces éléments-là dans les cabinets avec lesquels nous sommes associés et avec lesquels nous travaillons depuis maintenant plus de 10 ans, soit en accompagnement direct sur la structure, notamment à Centrale Méditerranée, soit carrément notre cursus de formation, notre cœur de formation au management et au leadership du programme ingénieur est complètement inspiré par des collaborations avec l'IAE et Comprofile notamment. Merci Dominique. Alors, un élément de vision, puisque ça fait quand même un certain nombre d'années, à la fois qu'on intervient et qu'on fait de la recherche sur les transformations, qui, et on va le voir un petit peu plus loin, pose un certain nombre de difficultés. Donc, on a créé une association qui s'appelle l'Association for Ethical Transformation, qui pose une vision sur les piliers qui sont importants de solidifier les axes de travail pour que les transformations se passent correctement. Alors, je ne vais pas développer plus ici, vous avez les 5 piliers qui vraiment sont nos indicateurs, nos priorités de développement pour que les transformations soient éthiques. Si vous voulez en savoir plus, il y a un mini-site. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce matin? On va commencer par faire des constats. Quels sont les constats qu'on peut faire en matière de réussite ou pas de projet? On abordera ensuite les rôles clés dans la conduite du changement. On va voir que quand on adresse un système, il y a des rôles différents qui sont importants à tenir et qui participent justement à la complexité qu'on peut avoir quand on veut réussir un changement. Et puis, on verra qu'il y a besoin à la fois de conjuguer de la méthode et de l'agilité comportementale, et on verra comment. Ok, si on se centre donc sur les constats, peut-être, bon, le constat est immuable dans ce qui concerne le changement, c'est-à-dire qu'il est très difficile de mobiliser les gens et en même temps, pas seulement les mobiliser, mais faire en sorte qu'ils adhèrent au changement ou qu'ils s'approprient un changement. Tout le monde est pour le changement, sauf pour soi-même, en quelque sorte, hein, ce qu'on pourrait dire. Alors, peut-être qu'on peut faire dérouler notre diaporama pour aller un peu plus loin et partir de quelque chose qui est aussi un immuable, parce que quand j'ai commencé il y a quelques dizaines d'années à travailler sur le changement, c'était le même constat. La plus grande partie des projets de changement échouent partiellement ou totalement. Là, grosso modo, tout le monde dit 70%. Il y a encore 2 jours, je lisais une publication de McKinsey, il disait qu'il y avait seulement 25% des projets qui réussissaient. Donc, c'est 75% d'échecs. C'est encore plus important. Ce qui était, au-delà des chiffres hein, qui sont impressionnants, ce que nous devons faire, c'est de poser la question du pourquoi, pour pouvoir y répondre ensuite. Hein. Et peut-être que tu peux faire dérouler les slides, s'il te plaît. Et avant de vous dire pourquoi, on voudrait vous interroger par rapport à ça.
sur vos institutions vous-même, les institutions dans lesquelles vous intervenez, si vous êtes consultant, les institutions auxquelles vous appartenez, si vous êtes manager. Bon, quelles sont les principales causes d'échec que vous avez connues dans des projets de changement? Donc, vous allez utiliser le chat pour ça. On va mettre ça en commun et puis ensuite, on vous dira, nous, la réflexion et les produits en fait, des études et des recherches, ce que montrent la plupart des publications au point de vue cause. Mais je suis sûr qu'on va avoir des points communs extrêmement importants. Donc, si vous voulez bien, dans le chat, vous allez réfléchir et vous allez mettre, pour vous, dans votre expérience, en tant qu'extérieur, intervenant extérieur, consultant, en organisation, dans les entreprises, et puis en tant que manager de ces organisations, dans vos expériences de projets de changement, celles qui n'ont pas réussi, pourquoi elles n'ont pas réussi? Alors, manque d'implication de la direction, et c'est effectivement un point clé. Peur et croyances limitantes, l'inconnu qui fait peur, les repères sont essentiels. Le manque de clarté quant aux raisons du changement, effectivement, le sens est clé. Les changements imposés sans explication ni échange, on revient sur le sens. Mauvaise communication, la communication et le manque de considération de la dynamique émotionnelle essentielle. Et effectivement, beaucoup d'entreprises qui ne tiennent pas du tout compte de ces aspects émotionnels. Manque de communication claire, la culture, peur, relation par rapport à la prise de risque. Okay. Très mauvaise communication interne et manque de transparence, manque d'anticipation, peur de l'inconnu de l'échec, manque de méthode dans le cadre du changement, effectivement, et on va l'aborder un petit peu plus loin. Manque de prise en compte de l'aspect humain dans le changement. Et oui, en effet, il y a beaucoup de top-down dans les transfos. Résistance chez les collaborateurs, et la résistance est humaine, on va en parler. Lenteur de la mise en œuvre, complexité, manque de moyens mis à disposition du changement. Bon, on voit qu'il y a effectivement beaucoup de critères d'ordre variés. Robert, on garde les 4 mais en fait, quand même assez cohésif, hein, si on regarde bien. Vous voyez ce que nous avons préparé avant. Hein, nous avons passé un peu plus de temps, mais ce qui est impressionnant, c'est que vous, en quelques secondes, en fait, vous dites les points qui sont les points prioritaires. Si on peut passer, si tu peux dérouler voilà, ce qui va provoquer de la résistance au changement, on sait très bien ce qu'il y a. C'est le premier, c'est la communication. Et notamment, pourquoi on change? Vers où on va? Comment on change? Et ça, ce sont toutes les questions que se posent les salariés d'une entreprise quand ils sont confrontés au changement. Et donc, si le manque de réponse à ça, ou des réponses peu claires, vont entraîner effectivement des inquiétudes qui sont à la fois suscitées par le changement et suscitées par le déficit de communication par rapport au changement. Le deuxième facteur qu'on peut dire très fortement humain qu'il y a, c'est l'absence de leadership fort, engagé pour soutenir le projet de changement, pour lancer le projet de changement, pour avoir de la crédibilité, de la légitimité dans un changement, il faut que la direction s'engage complètement et qu'elle montre, qu'elle explique pourquoi on va changer et qu'est-ce qu'on peut espérer de ce changement. Mais ensuite, lorsque le projet est lancé, pour arriver à le mener, le maintien d'un sponsorship fort pour mener le projet est complètement nécessaire. Donc ça, c'est des éléments humains qui vont avoir un impact très fort sur le corps lui-même des organisations et qui vont susciter soit de la rassurance et susciter l'engagement, soit alimenter les résistances. Alors, ce ne sont pas les seuls facteurs. Alors, il y a également 2 aspects qui sont essentiels. C'est comment on va faire les choses, comment on va structurer, quelle méthode on va utiliser, hein, parce que quand il y a un changement, il y a une dimension projet, hein, de design de la solution, qu'est-ce qu'on a besoin de mettre en œuvre, mais il y a toute la partie conduite du changement. Ce sont 2 aspects et comme pour l'un et l'autre, en fait, on a besoin de méthodes, on a besoin d'organiser les choses, on a besoin de les planifier, de les ordonner. Et malheureusement, il y a quand même un certain nombre d'organisations où il y a un déficit important de structure, de planification et de méthode.
qui finalement accentuent les difficultés qu'on vient de voir sur la communication et l'absence de leadership. L'absence de leadership, une parenthèse, depuis 20 ans, c'est la toute première cause d'échec des changements. Et on va l'aborder également un peu plus loin dans les différents rôles. Alors, les rôles clés, donc il y en a plusieurs. Donc le premier, c'est le sponsor. Ce qu'on appelle un sponsor, c'est la personne qui va décider de démarrer ce projet ou cette transformation et qui a la capacité de décision pour allouer des moyens humains et financiers. Et il a un rôle spécifique, c'est vraiment de porter, à la fois de décider pour le projet, mais de porter la voix du projet, de dire tout au long du projet que ce projet est important. Et donc, c'était un rôle vraiment spécifique. Et je ne sais pas de votre côté, mais si je vous posais la question, quel est le pourcentage de sponsors qui ont conscience de l'importance de leur rôle, normalement, moi, ce que j'observe, c'est plutôt 5%, éventuellement 10%, mais il y a une vraie méconnaissance de l'importance de ce rôle de sponsor de la part des exécutifs. Il y a le chef de projet qui est en charge en fait de designer la solution et qui a besoin de prendre en compte, hein, vous l'avez bien évoqué tout à l'heure, le manque de prise en compte des aspects humains. Il a besoin d'intégrer cette dimension conduite du changement dans son projet. Donc, il faut qu'il ait un minimum de connaissances sur la conduite du changement. Le change manager, son rôle, c'est de bâtir ce qu'on pourrait appeler le plan de conduite du changement, c'est-à-dire faire une analyse de l'impact du projet sur les populations et définir quelles sont l'ensemble des actions qu'il y a besoin de prévoir pour que les gens comprennent, adhèrent et s'engagent dans le changement. Et puis, quatrième rôle qui est essentiel, ce sont les managers. Les managers, c'est le verbatim que j'utilise, souvent c'est la courroie de transmission en fait de l'organisation. Un changement d'envergure ne peut pas se mettre en œuvre de manière convenable si les managers ne sont pas impliqués. Et les managers, avant d'être managers, ils sont collaborateurs. Donc, il y a besoin d'avoir une approche bien spécifique pour les managers et de les préparer au rôle qu'on va leur demander de jouer sur le changement. Donc, on voit qu'avec ces 4 différents rôles, il y a besoin de préparation et d'alignement pour que chacun puisse jouer son rôle spécifique pour conduire le changement. Alors, on peut continuer. Alors, on peut dire que, en fait, l'enjeu clé, c'est une attitude positive vis-à-vis du changement. Il faut qu'on y croie au changement pour pouvoir le mener et pour pouvoir entraîner d'autres personnes. Et là, on distingue trois modalités, agir, ressentir et penser. Ça peut, évidemment, que c'est en interaction. Et on peut distinguer une attitude positive et une attitude négative par rapport à ça. Agir, c'est complètement nécessaire. En fait, c'est dans la participation à l'action que les gens vont adhérer à un changement et puissent l'approprier. Si cette participation commence très tôt à la conception, c'est encore plus facile. Les gens sont encore plus engagés parce que c'est leur changement qu'ils ont conçu, en quelque sorte. Et or, les gens qui ne participent pas à la conception et à qui on dit bon, vous allez devoir changer, en fait, ils se posent toujours les mêmes questions. Quelle est ma part là-dedans? Quel est mon rôle? Et quelle va être ma place ensuite, le changement étant réalisé? Donc, et tout ça éveille à la fois des questionnements et des inquiétudes. Donc, la participation à l'action, c'est quelque chose qui est décisif. Par opposition à ce qu'on pourrait appeler une attitude négative qui serait de pure exécution. Hein, le changement est donné, puis on vous demande de fonctionner différemment. Et ça éveille les résistances. Au niveau du ressenti, en fait, il faut bien voir que ce qui se passe à l'intérieur d'une personne est différent de ce qui se passe pour un changement. Un changement, c'est une orientation vers le futur. C'est un projet qui nous mène plus loin à quelques années, quelques mois, quelques années. Ce qui se passe à l'intérieur des organismes, et notamment au niveau du cœur et de l'esprit, c'est en fait, il y a une transition à mener pour que les gens acceptent le changement, s'approprient le changement, s'habituent au changement. Et c'est un processus psychologique et émotionnel d'adaptation au changement qui se produit. Donc, si on ne tient pas compte de cette attitude-là, si ensuite on ne mène pas une communication qui permet aux gens d'exprimer justement qu'est-ce qui se passe pour eux,
à la fois leurs inquiétudes et peut-être faire naître leurs espoirs aussi en même temps, c'est très difficile de mener le changement et de le réussir. Donc, par opposition à ça, en fait, c'est d'aller tout droit, en force, ne pas tenir compte des réactions émotionnelles et psychologiques des gens. En fait, on sait qu'on va droit à l'échec. Le dernier point qu'on peut aborder de différentes manières, le fait de penser, en fait, le changement, ça nécessite de sortir de sa boîte mentale, de sa boîte culturelle, de penser de penser autrement. Et ça engage une vision du monde qui n'est pas centrée sur soi-même, sur le maintien de ces territoires, le maintien de sa situation ou de sa zone de confort, mais justement de sortir et de s'orienter vers l'extérieur, de s'orienter vers le futur, de s'orienter vers les opportunités, de s'orienter vers justement la vision que l'on a du futur et qui donne sens à l'action. Donc, par opposition à ça, une attitude qu'on pourrait appeler négative pour faire simple, c'est que chacun reste dans son cadre et en fait, se met, au lieu de se projeter dans l'avenir, se maintient mordicus dans le passé qui a donné la situation actuelle. Donc voilà. Alors, si on peut évidemment aller plus loin, avoir d'autres éclairages encore par rapport à ça, mais on a peu de temps, peut-être qu'on continue dans... Ouais. Alors, pour répondre à ces enjeux... Tu peux faire dérouler le truc, oui, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On a deux conditions absolument clés, vraiment, vraiment clés, et j'insiste là-dessus parce que ce sont des piliers. Il y a besoin de méthode, hein, on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a besoin de méthode parce que, surtout, plus l'organisation est importante, plus il y en a besoin. Il y a besoin de structurer, d'organiser. Mais il y a énormément besoin de posture, d'adapter sa posture. Hein. On parle d'agilité, mais l'agilité, elle est particulièrement vraie quand on parle de changement, parce qu'il y a des éléments, il y a beaucoup de subjectivité hein, dans le changement. Donc, on a absolument besoin de développer des compétences, des capacités en méthode et sur la posture. Alors, quand on parle de méthode, nous, on utilise un canevas hein, de conduite du changement. Je vous présente brièvement la vision d'ensemble et qui fera l'objet qui sera intégré au programme qu'on va vous présenter. La première étape, quand on veut conduire le changement, c'est de regarder, d'analyser le projet et son impact sur les populations. Alors, comment le projet est cadré? Est-ce qu'il a les moyens? Est-ce que les personnes qui gèrent ces projets ont les compétences nécessaires pour mener ce projet? Et puis ensuite, comment est-ce que ce projet va impacter les populations? Est-ce que le risque est faible, il est moyen, il est élevé? Est-ce qu'il y a des populations qui sont plus impactées que d'autres? Comment l'historique impacte-t-il le projet en question? Parce qu'il peut y avoir dans un certain nombre d'organisations, il y a de la saturation. Donc, c'est le genre de choses qu'on va évaluer de manière à identifier les enjeux clés pour que l'ensemble des personnes concernées par ce projet puissent comprendre, adhérer et s'engager dans le changement. Et donc, ça va nous permettre de bâtir ce qu'on appelle un plan de conduite du changement, dans lequel il y a de la communication, de la formation, du leadership, essentiel, le leadership. Et dans le leadership, il y a sponsor et manager, les deux rôles que je vous présentais tout à l'heure. Et puis, ce qu'on appelle les réactions, et c'est notamment les résistances, mais les réactions, elles peuvent aussi être positives par rapport à un changement. Une fois qu'on met en place ces actions, ensuite, on va piloter, mesurer l'efficacité de ces actions et la bonne mise en place du changement. Hein. Est-ce que tout le monde utilise ce changement et est-ce que la manière dont il est mis en œuvre est bien ce qu'on attend? Et puis, la dernière étape en termes de méthode, qu'on aborde là en dernier, mais on va démarrer dès le début du projet, on va l'aborder, ce sont les ressources. Quelles ressources on a besoin, humaines et financières, pour mener le changement. Voilà, ça c'est sur la partie méthode. Alors, sur la partie humaine, psychologique et émotionnelle, en fait, il faut bien reconnaître que bon, le changement suscite des émotions, mais provoque du stress. Et il faut gérer ce stress. Il faut gérer ce stress et gérer ce stress de la manière la plus positive possible. En fait, on sait que face au stress, qu'est-ce que c'est? C'est la résultante d'une perception que l'on peut avoir
de manquer de ressources pour gérer une situation. Et donc, le changement désorganise complètement les territoires des gens, désorganise les références et tout ça. Et on peut avoir très facilement l'impression qu'on n'a pas assez d'énergie pour gérer ce changement, ou que ce changement est une menace de perte d'énergie pour chacun d'entre nous. Et là, en fait, notre organisme réagit de manière automatique par un premier mécanisme qui est un automatique de défense, un automatisme de défense et de protection, et en fait, qui est totalement centré sur soi. Exactement par rapport à ce que je disais tout à l'heure, pour mener du changement, il faut sortir de sa boîte et aller vers l'extérieur. En fait, les réflexes de défense et de protection face au stress nous amènent à l'intérieur de nous-mêmes et nous coupent de l'extérieur. Donc, en fait, ils nous amènent à ne pas changer. Et là, au point de vue émotionnel et psychologique, on voit bien la source des résistances qu'il peut y avoir. Alors, par rapport à ça, heureusement que nous sommes dotés à la fois de réflexes qui peuvent nous amener dans des impasses relationnelles, de communication ou de perception d'une réalité, mais aussi on a la capacité d'agir et puis on a la capacité de bâtir en fait les conditions de notre confiance. Le changement, c'est un pari de la confiance, c'est-à-dire la confiance qu'on va être capable dans l'avenir de fonctionner d'une autre manière, qui va donner de meilleurs résultats, qui va aboutir à des améliorations collectives et individuelles, et donc qui va nous permettre. Et là, on va investir à la fois dans des conditions pour que les gens adhèrent au changement, et d'autre part, d'investir dans des conditions pour que les relations soient meilleures, soient améliorées, que l'harmonie des relations et l'efficacité des relations soient améliorées. Donc, dans la capacité des acteurs, à la fois à titre individuel et puis en équipe et à titre collectif, en fait, de s'impliquer dans le changement. Donc voilà, on ne va pas aller plus loin par rapport à ça, étant donné le temps imparti. Peut-être qu'on pourrait passer au point suivant, Philippe, si tu peux, et en venir à la conclusion de cette petite présentation. Alors, le changement, c'est vraiment quelque chose de complexe. C'est de la complexité parce que on adresse un système. Il y a des aspects rationnels, des aspects émotionnels, et puis on ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer quand on va mettre en place un changement. Même si un changement peut être entre guillemets positif pour tout le monde, eh bien le changement c'est perturbant. C'est perturbant pour soit tout le monde, en tout cas une bonne partie. Il y a de la résistance, et donc pour gérer ces changements, il y a besoin d'avoir à la fois, comme on le disait juste avant, de la méthode et de la posture. Il faut développer ces capacités pour arriver à avoir un environnement de transformation qui soit favorable. Or, cette capacité à transformer votre organisation, alors soit en tant que consultant pour une entreprise, soit en interne, elle est essentielle. Elle est essentielle, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de projets de changement, et donc plus vous aurez cette agilité et cette capacité à mener ces changements, ben plus vous pourrez en mettre dans le tuyau, si je puis dire. Et moi, j'ai connu des organisations où il y avait pas mal de rigidité, et le problème, c'est qu'ils ne pouvaient pas mener tous leurs projets. Donc cette capacité de transformer l'organisation est absolument essentielle, avec des cycles qui sont de plus en plus courts et des besoins d'adaptation qui sont permanents. Alors, la prochaine étape qu'on vous propose, ou les prochaines étapes, en fait, donc là, on cherche à introduire la certification qu'on a bâtie avec l'IAE Central Ecom Profiles, une certification conduite du changement à la fois avec de la méthode et de la posture. Si vous voulez la découvrir, il y a une réunion mardi 19 novembre à 9h, la semaine prochaine. Je vous mets le lien d'inscription dans le chat, mais vous le recevrez également avec le replay qu'on va vous envoyer par mail. Et puis, c'est un cycle de conférences là qu'on a démarré aujourd'hui. Et il y a une prochaine conférence qui est le mercredi 11 décembre à 9h. Donc, c'est sur le site du campus également. Si vous souhaitez vous inscrire, il y aura également un replay. Donc, même si vous n'êtes pas là, pas disponible, je vous invite à vous inscrire.
et vous recevrez le replay de manière automatique. Voilà, sachez que le programme de formation démarre donc le 4 février. Et si vous voulez en savoir plus, on sera ravis de vous accueillir mardi matin à 9 h. Et je vais me tourner vers le chat parce que finalement, on a été. Philippe, toi qui es le grand horloger là, de notre équipe, là, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de laisser, parce qu'on a un public qui a une certaine connaissance, je pense, de la conduite du changement déjà, et qui a des réactions très rapides. Quelles sont leurs attentes, par exemple? Quelles seraient leurs attentes par rapport à un programme de changement? Parce qu'on n'en a pas dit grand-chose, puisque on va commencer à en parler la semaine prochaine, mais ce serait intéressant de savoir quelles seraient les attentes des gens par rapport à ça. Est-ce que ça te semble jouable, là, en 2 minutes? Oui. Il n'est que 9 h 30, en fait. On avait peur du timing. Donc on est bon, on est très bon, on est allé vite. On était 3, on se disait qu'on allait prendre beaucoup plus de temps. Et donc, on a dit le minimum. Mais ça serait intéressant de vous laisser la parole et que vous disiez, bon, finalement, dans un programme de changement, peut-être que vous en avez déjà suivi, peut-être que vous en menez vous-même, et en tous les cas des projets de changement. Quelles sont vos attentes? Quelles seraient vos attentes par rapport à un programme de changement? Puisqu'on ne vous a rien dit jusqu'à présent. Hein, allez-y, si vous prenez 1 minute ou 2 pour dire quel est votre positionnement, vos attentes. Alors, comment aborder le changement de paradigme avec les commanditaires? Ouais. Parce qu'effectivement, ça peut être un changement de paradigme pour les commanditaires. Effectivement. Ça fait partie du programme. Avoir des bénéfices mesurables, oui, il y a un ROI à la conduite du changement. Ça fait partie du programme aussi. L'évolution des mentalités. OK, bon, ça peut être un projet en tant que tel, hein, l'évolution des mentalités. La prise de conscience, d'une prise de confiance, oui, ouais, développer la confiance est essentiel. Ou du pari de la confiance, du pari de la confiance, oui. Des clés sur le volet psychologique, oui, ça va être une partie importante du programme. Hein. Comment embarquer les équipes aussi, à coup sûr. Quels outils utiliser pour jalonner la réussite du changement? Bon, oui, dans la méthode, évidemment, on a des éléments par rapport à ça. En conscience, réunir et contraindre les vrais décideurs en violant les cas pathologiques. C'est ça qui est les cas pathos. Bon, je ne sais pas si les opposants sont des cas pathologiques ou il y a des cas de gens qui sont des opposants obsessionnels ou permanents. Mais bon, en tous les cas, réunir les gens, pour ça, c'est certainement qu'on va aller dans ce sens-là. Lorsque les peurs ne sont pas concrétisées, comment les faire apparaître et comment mener la communication pour ça? Oui. Mobiliser les bénévoles là où il n'y a pas d'enjeu professionnel. Alors là, je ne sais pas, Philippe, je ne sais pas si tu veux réagir par rapport à ça. Là, on peut le voir de deux manières. Soit dans des organisations qui soient des associations gouvernementales, pour lesquelles finalement il faut générer de l'engagement sans avoir derrière de contraintes ou de besoins de la part des personnes de faire, soit dans des entreprises où finalement les gens ont des rôles très très silotés et l'entreprise cherche à développer de la transversalité et donc cherche des gens qui ont envie de s'engager sur cette transversalité sans pour autant que ça fasse partie de leur responsabilité. Ça, je l'observe très souvent. Donc, ça fait partie aussi des points qu'on abordera dans le programme. Mmh. D'accord. Instaurer la confiance. Alors, attends, c'est instaurer la confiance dans un groupe par rapport à de nouveaux projets. Bon, évidemment, c'est au cœur d'un projet de changement. L'impact des facteurs humains, je pense qu'on consacrera à peu près la moitié du programme aux facteurs humains et l'autre moitié aux facteurs stratégiques et méthodologiques.
Comment choisir les bonnes personnes pour conduire le changement? C'est toujours un problème, notamment quand on le décline, quand on déploie un projet de changement. On a peut-être les bonnes personnes au départ, mais après, il faut les bonnes personnes à chacun des niveaux. C'est un problème véritable. Approche qui couvre les différentes échelles, entreprise, équipe, individu. Bon, c'est programmatique, ça. C'est effectivement les 3 niveaux. La gestion du temps pour les équipes pendant la conduite du changement. Gestion du temps, c'est pas seulement, c'est qu'il faut aller vite, hein, de plus en plus vite. Moi, quand j'ai commencé, on mettait en place des méthodes qui étaient tellement lourdes qu'on disait, on est parti pour plusieurs années. En fait, aucune entreprise ne peut se permettre ce luxe maintenant de dire on part pour plusieurs années dans le projet de changement. Même dans les ERP et les trucs qui transforment de A jusqu'à Z les institutions, il faut aller de plus en plus vite. Donc, bon, la gestion du temps pour le projet de changement, pas seulement pour les équipes, mais pour le projet de changement, pour que l'environnement ne nous prenne pas de vitesse, c'est complètement, je veux dire, essentiel. Hein. Ensuite, une approche incrémentale pour intégrer la culture du changement progressivement dans l'entreprise. Bon, c'est peut-être un élément qui est évidemment un élément essentiel pour nous, qui souvent, là, ça prend disons une étendue qui peut-être dépasse le programme, que le programme prépare à ça. Hein, absolument. Exactement. La formation comporte-t-il? Ah bon, c'est précis. Oui, il y a une partie qui comporte une agilité comportementale. On pourra vous dire aussi à quoi ouvre le programme, parce que le programme ouvre à des certifications, que ce soit au niveau de Comprofiles, parce que Comprofiles joue un rôle important, que ce soit au niveau de Olsen avec la certification Acertare de conduite du changement, que ce soit au niveau de l'IAEDEX pour les blocs de compétences des programmes de master en management du changement. Donc il y a plusieurs, en dehors de la certification France Compétences qui est donnée dans ce programme et qui permet d'utiliser ces CPF, il y a des certifications qui sortent. En fait, les gens obtenant leur certification, je veux dire, ont des voies qui sont ouvertes, hein, dans les directions que je viens de citer. Assumer, être responsable des conséquences sur X plan. Bon, c'est vrai, créer de la confiance dans un... Bon, c'est absolument vital. Merci. Bon, autre point, à réussir son projet de changement dans les organisations qui changent continuellement. Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Et bon, c'est une leçon pour les consultants, hein. Et il faut qu'on change nous aussi, hein, qu'on évolue nous aussi. Hein, c'est par rapport à ça. Et donc, on s'adapte à ça. Hein, c'est véritablement... Et sans doute que les bonnes vieilles méthodes qui suivent les organigrammes et je veux dire, des organisations, elles sont encore valables, mais pas complètement. Il faut qu'il y en ait des éléments transverses aussi qui permettent de gérer les changements transverses et aller beaucoup plus vite et toucher des gens et ne pas opérer uniquement de manière hiérarchique, hein, c'est certain. Complètement compréhensif, oui, bien sûr. Monsieur Weiss, on l'entend plus. Alors, nous, on t'entend. Moi, je t'entends. Sans doute que je parle trop. Il doit y avoir un système pour censurer les gens qui parlent trop. Peut-être que Philippe ou Dominique, vous concluez. Peut-être on arrive à la fin de notre... Alors, moi, ce que j'ai envie de dire en voyant toutes ces attentes, je suis plutôt content parce que ce que je vois là, en fait, c'est exactement les questions qui nous préoccupent, les questions qu'on observe sur les transformations et les différents points en fait, qu'on a intégrés dans notre programme, qui est une formation sur 8 jours. Donc, si vous voulez avoir réponse à ces questions, en savoir plus sur comment on va vous accompagner pour vous professionnaliser, pour conduire et réussir le changement, retrouvez-nous mardi 19 à 9h et on sera ravis de vous présenter le programme avec la DIN de Centrale qui sera présente, Carole Demies. Voilà. Dominique, tu veux dire un mot pour conclure? Non, vraiment peut-être pour conclure, effectivement, alors je peux peut-être rebondir sur des éléments qui sont apparus au fur et à mesure dans le chat. Nous, en tant qu'école d'ingénieurs, quand je vois tout ce qui remonte, effectivement, on est en contact avec les entreprises, hein, de manière quotidienne, et ce sont des choses, effectivement, des préoccupations dans le changement.
on voit des entreprises aujourd'hui très inquiètes sur toutes les transformations qu'elles doivent traverser, hein, d'ailleurs en leur sein ou dans le milieu dans lequel ils évoluent. Et typiquement, ce type de programme est là pour les accompagner dans cette dynamique de transformation. Très bien. Eh ben, merci à tous de vous être connectés ce matin. Au plaisir de vous voir soit mardi prochain à 9h pour la réunion d'information, et puis mercredi 11 décembre, le prochain sujet qui sera sur la mobilisation. C'est un des points que l'un de vous, ou plusieurs même d'entre vous, ont abordé. Comment on mobilise pour réussir le changement, parce que la mobilisation est vraiment la toute première étape pour réussir les changements. Belle journée à tous, bonne fin de semaine, et puis à très bientôt. À très bientôt. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir.